Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des trois villes sœurs, Le Tréport, Eu et Mers-les-Bains, surnommées ainsi du fait de leur imbrication géographique. Situées aux confins de la Somme et de la Seine-Maritime, entre Picardie et Normandie, ces villes, si elles offrent trois ambiances distinctes, sont très complémentaires au niveau de leur diversité architecturale. Le Tréport, avec ses pêcheurs et ses falaises de craie, les plus hautes d'Europe. La ville d'Eu, avec son château Louis-Philippe datant du XVIe siècle, et la collégiale Notre-Dame. Et enfin la station balnéaire de Mers-les-Bains, avec ses nombreuses villas de bord de mer. Découvrons sans plus tarder ce qui nous attend. Nous nous rendrons sur un site archéologique tout à fait exceptionnel, le site de Briga, près de la ville de Eu, à la rencontre d'Étienne, qui dirige les fouilles gallo-romaines. C'est probablement Jupiter qui y réside, du moins dans cette phase de temple. Nous irons au Tréport en compagnie de Paul, historien, qui nous parlera de la transformation des galets dont l'exploitation remonte à la fin du XIXe siècle. Les galets étaient broyés, ça donnait de la silice et la fabrication des porcelaines Wedgwood. Nous embarquerons aussi en avion pour une promenade entre ciel et mer qui nous permettra de découvrir le fabuleux panorama de Mers-les-Bains. Ah ben là c'est la terre végétale si tu veux qui vient salir si on peut dire la falaise. C'est ça, ouais. Au cours des pluies blanches normalement. Voilà. Pour débuter cette balade, j'ai rendez-vous sur la jetée du Tréport avec Paul à la découverte de l'histoire de ces fameux galets. Bonjour Paul. Bonjour Emmanuel. Dites-moi, là on est à la sortie du port du Tréport, c'est ça la sortie du chenal? Tout à fait. Ouais. Et c'est par là que passent les bateaux qui vont à la pêche? Il y a pas mal de bateaux de pêcheurs. Oui, qui sont basés ici maintenant. Ah oui. Ouais. Tout autour de nous, là dans la région, sont des plages de galets, hein, c'est bien ça? Ah oui. Ouais. Galets qui proviennent à la fois de l'éboulement des falaises. Hein. Le galet n'est qu'un bloc de silex roulé. À la belle époque, comme on dit, au Tréport, les femmes de pêcheurs cueillaient les galets pour les expédier, notamment en Angleterre. Et pour en faire quoi? Alors, les galets étaient broyés, ça donnait de la silice, et la fabrication des porcelaines Wedgwood. Ah, s'il vous plaît, hein. Oui, Donc oui, la grande même. qualité, et ça venait d'ici, quoi. Oui. Eh ben, on va voir ça de plus près? Ah ben, très volontiers. Venez. Ça sert à tout maintenant, les galets. Ouais. C'est-à-dire Dans les pâtes dentifrice. on met des morceaux de galets. Pas exactement. On met de la poudre. Broyés, oui, évidemment, Oui, bien sûr. Dans les peintures, Ah ouais. les revêtements muraux, dans le bâtiment, les routes. Vous avez entendu, hein, dans le dentifrice, il y a de la poudre de galets. C'est dingue. Petit tour par le funiculaire du Tréport, une construction emblématique de la ville, inaugurée au début du XXe siècle. Voilà. Ah oui, c'est sympa, c'est tout moderne. On appuie, On appuie sur le 1 pour monter. ça ferme les portes. C'est comme un ascenseur, quoi. Tout à fait. Et alors c'est là, super. on a une vue magnifique. Hop là. Là, on voit la falaise, donc le tunnel, parce que c'est un tunnel, elle a été creusé comme ça dans la directement. falaise, oui. Ah, dites donc, c'est impressionnant, quoi. C'est super. Et là, donc, on rentre dans le tunnel. Oui. Ah oui, tout en briques, dites Oui, donc. oui. C'est... Ah, ouais. Avec des arches, voûtées à main d'homme avec des briques. Le calvaire, avec le Christ fixé sur la croix, sert aujourd'hui encore de repère aux marins. Il offre un point de vue incontournable sur le Tréport et ses environs. On voit bien les trois villes sœurs. C'est ça, donc, hein, le Tréport, ici, Le Tréport où nous sommes, Mers en Mers, face. et eux, un petit peu Tout plus au bout, derrière, on aperçoit là. la collégiale, là, dans la brune. Je me dirige maintenant vers l'église de la collégiale de la ville de Eu, à la rencontre de Jean-Baptiste, un jeune concertiste de 30 ans. Cet organiste se produit régulièrement en soliste pour de nombreux récitals à travers le monde. Bonjour Jean-Baptiste.
bonjour, je vous interromps. C'est magnifique là, de jouer sur cet orgue incroyable, donc dans la collégiale 2. C'est fou ça, je vois 1614. Ça veut dire que cet orgue a été construit en 1614 ? Alors, oui. Il y a 400 ans, donc ? Exactement. Il a été construit il y a 400 ans par un facteur qui s'appelle Louis Isoré, qui était un facteur d'orgue amiénois. Il a été construit donc au tout début du XVIIe dans le cœur de l'église, en fait. Et ensuite, il a été déplacé. Alors, ce qui est formidable, c'est que vous êtes originaire d'eux, vous êtes un enfant du pays. J'y suis né, en effet. Comment on devient organiste ? Vous êtes organiste professionnel, Jean-Baptiste. Aujourd'hui, c'est comment on s'intéresse comme ça, un beau jour, à l'orgue ? Ça vient comment ? C'était un coup de foudre. Et pas si loin d'ici, au Tréport. D'accord. Il y a un orgue très très beau de la fin du 19e siècle. Et lorsque j'avais 11 ou 12 ans, j'ai entendu cet instrument. Vous faisiez déjà de la musique, non ? Pas du tout. Pas du tout, non. Novice complet ? Exactement. Parce que ça, c'est quand même extrêmement difficile. Je vois les 3 claviers, il y a le pédalier, etc. C'est compliqué, l'orgue, non ? En fait, on a un clavier entier que l'on joue avec les pieds. Comme un clavier, d'ailleurs, manuel. Et puis alors, ça, qu'est-ce que c'est, ces petits tiroirs, là, ces petites tirettes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des registres. Ouais. Alors, ils permettent donc de choisir quelle sonorité on va utiliser pour jouer les morceaux. Alors, vous voyez, si je tire un bourdon, on a ce jeu très très doux. D'accord. Si je choisis un jeu au contraire plus aigu, D'accord, ça sélectionne le son qui va sortir du clavier, des tuyaux qui sont là. Ouais. Vous nous faites un petit concert ? Ah bah pourquoi pour pas. nous ? Oui, avec plaisir. Je vais jouer une fugue de Jean-Sébastien Bach. D'accord. Je vais descendre dans la collégiale, je pense qu'on entend le mieux l'orgue d'en bas. C'est vous qui avez le moins bon retour finalement. Tout à fait. Moi, je descends. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Avec plaisir. « 18 ans que Jean-Baptiste façonne sa technique pour arriver à une telle virtuosité. La partie instrumentale et le buffet de l'orgue de la collégiale sont eux classés monuments historiques. Après ce joli moment en musique, je prends la direction du site archéologique de Briga, situé près de la ville de Eu. C'est ici que sommeille sous terre une ville gallo-romaine. J'ai rendez-vous avec Étienne, le responsable des fouilles. Étienne, on est sur le site archéologique de Briga. Qu'est-ce que c'est en fait ? Le site de Briga est actuellement reconnu comme une ville de taille moyenne, d'environ 50 hectares. Ouais. Et donc elle a été découverte un petit peu par hasard à la fin du XVIIIe siècle. D'accord, c'est une ville de l'époque gallo-romaine, c'est ça qui était là ? Complètement. Il y a 200 ans environ, cet endroit qui est totalement découvert actuellement était la forêt. Ah oui. Et il a été décidé par le gérant de la forêt de l'époque, de la forêt royale, de percer cette voirie qu'on entrevoit qui coupe le temple principal. Et à partir de là, la redécouverte du site a été officialisée. Ouais. Et ça, ce que j'appelle moi une sorte de maison carrée, qu'est-ce que c'était ? En tout cas, ça semble être bien carré, mais c'était quoi ? Alors l'élément central est donc le grand temple, c'est-à-dire qu'il est constitué de sa cella et une galerie qui l'enserre. Ah, d'accord. La cella, c'est la maison du dieu. Et c'était qui ce dieu-là, on sait ? Alors là, pour une partie du mystère, actuellement ce voile n'est pas levé, mais on pense de plus en plus que c'est probablement Jupiter qui y réside, du moins dans cette phase de temple. Je vais avoir l'occasion d'utiliser à mon tour truelles et pinceaux à la découverte peut-être d'un trésor. Là se développe devant nous, en arrière-plan, une maison. Ah, on voit la base effectivement, oui, d'accord. Fondation, et puis à la gauche, une autre maison se développe. Entre deux, il y a un couloir
Et devant nous avons donc une portion de cour qui est en cours de fouille actuellement. Il y a encore moins d'une dizaine d'années, même pas, ce site était considéré exclusivement comme un grand sanctuaire. Maintenant, il n'y a plus aucun doute. Nous sommes au sein d'une ville, avec un grand centre monumental, et puis donc des quartiers qui vont se développer un peu partout autour de la ville. Ça va se développer sur plusieurs hectares encore en forêt, là, dans ce secteur-ci. Et alors, là, ces personnes, là, ces jeunes, ils sont bénévoles? Ils sont tous bénévoles, en effet. La plupart sont étudiants en archéo et quelques-uns sont stagiaires. Et puis on a des férus d'archéologie, des bénévoles qui viennent vraiment pour la passion, et donc qui reviennent régulièrement tous les étés. Bon, si je demande de me passer une truelle, je peux essayer de trouver quelque chose ou pas? Pas de problème. Ouais. On va voir ce que ça va donner. Bah oui, on sait jamais. Avec un peu de chance, je vais peut-être découvrir des pièces, une poterie, une statue, quelque chose comme ça. Là, il faut demander aux fouilleurs qui sont là. Les pièces ici sont très rares. Oh, je crois que j'ai trouvé un truc. Attendez, mais Ah, mais oui. c'est une pièce. J'ai trouvé une pièce romaine. C'est ça, non? Tout à fait. 2 €, c'est tout à fait des euros gallo-romains, exactement. Tout à fait. Quoi? C'est formidable. Je l'ai pas planqué avant, c'est pas vrai? Ah non, pas du tout, mais c'est le début d'une grande découverte, je présume. 2 € gallo-romains. Révolutionnaire. Après cette trouvaille quelque peu anachronique, nous nous dirigeons vers la salle de tri pour, cette fois, voir un vrai trésor. Donc là, Étienne, ici, c'est la salle post-fouille, c'est-à-dire que c'est là que sont rassemblés tous les petits morceaux d'assiettes, de gobelets, de choses comme ça, qui ont été retrouvés comme ça là-bas dans les fouilles. Tout à fait. Après avoir été préalablement lavés, ils atterrissent dans cette pièce où ils sont recollés. C'est un grand puzzle, là, vraiment, quoi, c'est ça. Tout à fait. Et puis, bon, bien entendu, lié à ces éléments, on trouve quelques monnaies, etc. Mais nous avons effectué une très belle découverte en 2007. Ah, c'était quoi? Qui s'apparente à un dieu romain bien connu. Ah, c'est ça. C'est une découverte qui a fait un petit peu la une des journaux à l'époque. C'est une statuette de Mercure. D'accord. Et donc, on la reconnaît facilement. D'abord, elle est en tôle d'argent, ce qui est une découverte assez rare. Ça, c'est une reproduction? C'est tout à fait. C'était un moulage très fidèle. Mais Étienne, c'est vous qui l'avez découvert, cette statue de Mercure? Directement, c'est moi-même, mais il y a un fouilleur qui est en train de gratter une petite structure. Avec la truelle, comme tout à l'heure, nous, là? Tout à fait. Et qui aperçoit des petites racines. Donc, je vais voir, je gratte. Et très vite, je m'aperçois que ça s'apparenterait bien à de l'argent, de tôle d'argent, puisque nous étions sur le socle. Sur le socle, là, c'est ça. Tout à fait, qui était en partie fracturé. Et puis, petit à petit, il y a Mercure qui sort qui de terre. Apparaît, voilà, tout à fait. On a toute et là, on se dit, ça y est, c'est le moment de ma vie, quoi. Effectivement, quand on sort, on est très content d'avoir fait ces découvertes. Mais oui, soyez pas modeste, c'est génial, c'est un trésor. Tout à fait, non, mais tout à fait. On a quand même arrosé la découverte le soir même. Ah, voilà. Mercure était la divinité préférée des Gaulois. Découverte en 2007, cette statuette est la dernière belle pièce de Briga. De Mercure à Louis-Philippe, il y a certes quelques siècles, mais ce ne sont que quelques minutes qui séparent le site de Briga du château de Eu. C'est là que je retrouve Alban, le conservateur du château, qui abrite un musée depuis 1973. Alban, on est devant le château d'Eu, le musée Louis-Philippe. Sauf que c'est pas Louis-Philippe qui a fait construire ce château. Ah non, le château en réalité est beaucoup plus ancien que l'époque de Louis-Philippe, puisqu'il a été construit au XVIe siècle par la famille de Guise. Ouais. Mais c'est vrai que le nom de Louis-Philippe est resté attaché à cette résidence, puisque c'est lui qui va faire d'énormes travaux et qui va y habiter de la manière la plus régulière, puisque ça va devenir sa résidence d'été. Voici donc ce grand escalier du château d'Eu et évidemment un portrait de Louis-Philippe, le roi des Français. Il récupère le château d'Eu par héritage à partir de 1821 et effectivement le château va être résidence royale jusqu'à l'abdication du roi Louis-Philippe en 1848. Et le château d'Eu, comme toutes les résidences royales, toutes les résidences dont Louis-Philippe va avoir l'utilisation, va avoir énormément de travaux. C'est Louis-Philippe qui va décider la construction à partir de 1843 à la place de chambres, on va dire, de service, de salles de bain fixes avec une baignoire fixe, puis la multiplication des salles à manger, puisque les salles à manger, pendant longtemps, n'étaient pas des salles fixes. Et là, il va demander la construction d'une salle à manger d'apparat. Alors, ici, vous êtes dans la galerie de Guise, c'est-à-dire la galerie d'apparat du château telle qu'elle a été voulue par Louis-Philippe, c'est-à-dire
Là, les boiseries ont été reconstituées, mais l'aménagement, l'agencement des tableaux est vraiment celui qui a été voulu par le roi des Français, par Louis-Philippe. Ah oui. C'est un peu quoi, une sorte d'arbre généalogique, c'est ça? C'est tout à fait ça. Et c'est vrai que Louis-Philippe est un passionné d'histoire, quoi. Louis-Philippe est un passionné d'histoire parce qu'on sait par des témoignages de l'époque, quand on venait dans cette galerie de Guise, alors c'était généralement à la fin des repas, pour pouvoir jouer, pour pouvoir discuter, terminer la soirée, Louis-Philippe faisait le guide et pouvait expliquer, et étonner tout le monde par sa très très grande mémoire, pouvait expliquer quasiment personnage par personnage ce que les uns et les autres avaient pu faire de leur vie. Nous sommes toujours en balade dans les Trois Villes Sœurs, situées entre la Picardie et la Normandie. Direction à présent les bords de falaise au-dessus de Mers-les-Bains. Sur le chemin dit des douaniers, je rencontre un guide pas comme les autres qui maîtrise le langage des fleurs. Ensemble, nous allons nous balader sur ces très beaux chemins de randonnée. 90 mètres à faire. D'accord. Donc là, il y a un sentier pour se balader tranquillement. Voilà, le sentier du littoral, l'ancien sentier des douaniers. Ah, le fameux chemin des douaniers. Le chemin des douaniers, voilà. Ouais. Et vous, donc, vous emmenez comme ça des groupes en tant que guide pour aller... pour découvrir toute la nature. Par exemple, ça, là, cette fleur jaune, là, c'est quoi? Celle-ci, c'est la tanésie. Alors, si vous prenez la feuille, voilà, vous la déchirez un petit peu, parce que ça va mieux expulser les odeurs. Hein. Ah oui, ça sent fort. Ça, c'est un repoussant pour les insectes. Les insectes? Oui. Ah. Tout ce qui est insectes, vous mettez ça dans l'armoire, vous n'avez pas une mite. Alors, à côté, on a la... Oui, on en a encore, hein, ça manque pas. Voilà, on accueille tout. L'Aquilée, Aquilée millefeuille. Aquilée millefeuille? Ça vient d'Achille. Achille, voilà, la guerre de Troie. Oui. Hein, et durant la guerre de Troie, Achille aurait soigné les blessés avec cette plante qui est cicatrisante. Avec les feuilles? Avec les feuilles, ouais. Ah, d'accord. C'est Chiron, le centaure, qui lui a donné le secret. Ça, c'est la mythologie. Ça rentre dans la mythologie. Ouais. D'accord. Après cette initiation à la botanique, je continue ma balade en direction de la plage de Mers-les-Bains, où je retrouve Paul, notre historien. Alors là, Paul, on est chez vous, c'est votre ville, hein, Mers-les-Bains. Hein, c'est ici que vous habitez. Oui. Fini la Normandie, on a franchi la Brelle, nous sommes en Picardie. Ah oui, on a changé de région, effectivement. Oui. La Brelle, donc la frontière naturelle entre les deux villes et donc les deux régions. Oui, hein. oui. Alors ici, Mers-les-Bains, on est vraiment la station balnéaire. Là, hein. Tout à fait. Ouais. Depuis combien de temps, en fait, c'est vraiment une station de pain de mer? Mers a connu son développement lorsque vraiment la station de chemin de fer s'est ouverte, que le Tréport était plein de touristes et... il fallait bien les mettre quelque part, ils sont venus ici. Et Paul, qui dit station balnéaire, dit évidemment cabine de plage. Il y en a plein, là. Hein. Il y en a un peu plus de 400. Ah, quand même. Ouais. Elles sont très demandées, il y a des listes d'attente. Ah oui. Et oui, les gens se retrouvent avec bonheur pendant tout l'été et elles doivent être montées après le 1er mai. D'accord. Et démontées fin septembre. Ouais, donc c'est vraiment son petit endroit à soi, quoi, ces cabines de plage, hein, ça c'est bien. C'est un petit monde agréable, estival. Enfin, malgré tout, le plus important à Mers, ce sont quand même les villas, le quartier balnéaire. Ah. Et je pense qu'un petit tour de près s'impose. Eh bien écoutez, avec plaisir, je vous suis, Paul. Allez-y. Le quartier balnéaire comporte un petit peu moins de 500 villas différentes. Ouais. C'est-à-dire des différentes époques, c'est ça ou... D'une part, de différentes époques. On va des plus anciennes côté falaise jusqu'aux plus récentes vers le Tréport, mais surtout de styles différents. Ouais. Les architectes ont eu l'idée de faire des villas doubles, symétriques ou identiques. D'accord. Ici, vous voyez le soleil et la lune, avec un porche commun. D'accord. De loin, on a l'impression d'une seule villa. Oui, c'est ça, effectivement, on a l'impression que c'est... Oui, effectivement. Et en fait, nous avons deux villas jumelles. Ah oui, parce qu'il y a les deux portes d'entrée, effectivement.
Alors, l'avantage pour l'architecte, c'est que vous avez les mêmes cotes, les mêmes plans. On fait 2 villes en même temps. Oui, c'est ça, voilà, tout simplement. Ça coûte nettement moins cher. Et pour le propriétaire, on a l'impression d'habiter une grande maison. Ouais. Alors, la Villa Bon-Abri, que vous voyez là, qui est intéressante à différents niveaux, vous pouvez voir les décorations synégétiques dans les balcons. On voit bien la tête de l'oiseau avec son bec et son œil. Ah oui. On peut distinguer les poutres qui tiennent les petits toits en avancée sont en forme de lion. Ah, très bien. Tête de lion. Et Alors ça, c'est intéressant. Ouais. C'est ce qu'on appelle le style nouille. C'est l'influence moderne style. Là, c'est la recherche de la courbe. Alors, plus de droite. Les fenêtres sont en arrondi, les balcons sont en arrondi, le bas, la voûte est en arrondi. Ça, c'est très très beau, ça aussi, hein, dites donc. Je quitte le quartier balnéaire de Mers-les-Bains pour l'aéroclub de Tréport-Mers. Nous embarquons à bord d'un petit avion de tourisme pour une balade de toute beauté au-dessus des falaises. Cet aéroclub est une école de pilotage qui propose à tous de s'initier ou simplement de découvrir la région vue du ciel. Je rejoins le pilote, Gilbert. Bienvenue au Tréport. Merci beaucoup. On va faire un petit tour d'avion ensemble. Volontiers, allez. Tu vas voir, bon déjà, on a la côte, c'est magnifique, surtout aujourd'hui, on a un super soleil, on n'aura pas trop de turbulences, donc ça c'est bien. Le vol sera impeccable. C'est bien. Hein, bon, très bien. Voilà, je te rassure tout de suite, on aura de bonnes conditions. Hop, allez. Voilà. Voilà, bon, voilà. Il y a d'autres appareils là, espèces de petits hélicoptères, on peut faire des balades aussi dans la région. Alors ici, au niveau de l'aéroclub, effectivement, on a un avion, on a des gyrocoptères, après on a des Delta avec l'aile motorisée, et on a des ULM 3 axes aussi. Alors voilà, donc là c'est côté Tréport, là effectivement on voit l'entrée du port, Tréport avec le chenal et le phare, voilà, l'écluse là du côté port de commerce. Ah ouais, c'est absolument somptueux. Alors il y a des morceaux, par moment les pans de falaise sont un petit peu marron, ocre, c'est dû à quoi ça? Ah ben là c'est la terre végétale si tu veux qui vient salir, si on peut dire, la falaise. C'est ça, ouais. Au cours des pluies, blanches, normalement. Voilà. Il y a ce qu'on appelle le chemin des douaniers. Oui, on y était tout à l'heure, effectivement. Et voilà, il y a certains endroits, tu peux remarquer qu'il est très près du bord de la falaise. Absolument. Pour les baptêmes, c'est vraiment un cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un de sa famille, voilà. Parce que voilà, c'est un moment inoubliable, quoi, clairement. Merci infiniment Gilbert, c'était vraiment un beau moment. C'est vrai que découvrir comme ça la région d'en haut, c'est vraiment quelque chose à faire. Ouais, c'est magnifique. Ah ouais. Histoire de se balader, c'est déjà fini. J'espère vous avoir donné l'envie de découvrir par vous-même ces 3 villes sœurs où il fait bon flâner et se détendre. Retrouvez sur France3.fr et le Facebook d'Histoire de se balader toutes les adresses proposées. D'ici là, à très bientôt pour d'autres histoires et d'autres balades.
beau métier que vous faites. N'est-ce pas, hein? Et vous êtes payé pour ça? Mais figurez-vous que oui. Voilà, donc moi je vais ralentir. Ça va, on va rester en l'air. Oui. Sortir des volets. On va rester en l'air quand même, hein? Oui. Oula, hop, 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 hop. Ça va pas vite là, j'ai pas peur. Voilà, on va stabiliser comme ça.